Comment doit-on regarder une ville? Sous quel angle? De quel point de vue? Elle surgit à un moment donné et suit l'histoire d'un lieu à partir du moment où ce lieu commence à avoir une histoire. Une ville n'est au commencement qu'une poignée de maisons entourées de murailles, un périmètre qui se démarque de la nature environnante, des physionomies vagues, des profils fantastiques, bons en toutes circonstances. Mais il faut d'abord la construire, cette ville, lui donner une âme, une forme. Et à partir de là, on commence à la regarder, à trouver l'angle, le point de vue d'où la regarder. En montant sur les collines, écrivait Guido Piovene, on voyait Vicence qui avait la forme d'un scorpion légèrement recroquevillé sur lui-même et les pinces déployées vers l'est. Silvestro Castellini faisait la même description au début du XVIIe siècle. Aujourd'hui, la ville s'est étendue et la forme du scorpion a disparu. Mais même avant qu'elle ne disparaisse, il n'était visible que des collines, du mont Berico en particulier, à 2 pas des remparts. Le premier regard moderne sur la ville est une vue d'en haut. Lorsqu'à la fin du Moyen-Âge, on commence à parler de point de vue, c'est ici que les habitants de Vicence trouvent le leur. C'est d'ici que les peintres peignent la ville. Ce point de vue s'explique par des motifs religieux et des raisons visuelles, artistiques. Du mont Berico, on peut se plaire à penser que l'on observe la ville avec le même regard que la Vierge lorsqu'elle fit une apparition sur le mont en 1426 pour sauver Vicence d'une épidémie de peste. Il s'agit d'un lieu où la vue laisse bouche bée, selon l'expression de Goethe, qui concorde d'ailleurs avec les récits d'autres voyageurs du XVIIIe siècle, comme le comte de Caylus, l'abbé Richard. En d'autres termes, c'est le meilleur belvédère de la ville, d'où l'on peut observer les anciennes tours, les campaniles et l'énorme carène renversée du Palazzo della Regione. Depuis le début de l'époque moderne, pèlerins, peintres et voyageurs ont toujours admiré la ville de ce point-là. Mais que voient-ils? Quelle vue s'offre donc à leurs yeux? C'est Guglielmo, un architecte anglais, protagoniste du Forestiere Istruito, un guide très populaire de la ville, publié en 1761, qui nous répond. Ils avaient sous les yeux la vue de la ville et de la grande plaine semée d'églises, de palais et de maisons, jusqu'au pied des montagnes. Quand on parle de Vicence, on en revient toujours à l'architecture, écrivait Charles de Brosse quelques années plus tôt. C'est pour cette raison que l'on vient à Vicence, pour admirer ses œuvres architecturales, à commencer par celle de Palladio. Francesco Zuccarelli peint à Londres, pour un touriste exigeant, une vue idéale de la ville. Au centre du tableau, sur le mont Berico, le grand architecte anglais Inigo Jones et son protecteur, conversant avec Palladio de leurs projets. Ces projets méritent considération pour le seul fait qu'ils viennent de Vicence. Les habitants sont conscients du respect qu'inspire leur ville. Depuis la première moitié du XVIIIe siècle, l'architecture est une sorte de logo explicite, un label de qualité pour la ville. En réalité, on avait déjà saisi toute la portée quelques siècles plus tôt. Grâce à la magnifique Pianta Angelica de 1580, Vicence est élevée au rang des villes les plus importantes d'Italie et fait son entrée dans la galerie des cartes géographiques du Vatican. Mais ce document est aussi un témoignage d'un tissu urbain d'une qualité croissante. Pour Giorgio Vasari, seules les constructions palladiennes peuvent suffire pour faire honneur à une ville. Les représentations de la ville se multiplient et reproduisent des points de vue toujours différents. Vicence sait qu'elle peut s'offrir au regard. L'architecture est donc au centre de l'attention. Une architecture qui s'enorgueillit d'au moins 5 siècles d'une tradition éminente, où le nouveau vient compléter ce qui précède, à l'infini. C'est ainsi que Vicence est devenue la ville des palais, incrustée de palais, écrit Hofmannsthal lors de son séjour en 1903. Pour célébrer la visite du pape Pie VI en 1782, une pierre est posée avec l'inscription « Claram edificis urbem », qui fait référence à une ville célèbre pour ses édifices.
un véritable musée d'architecture à ciel ouvert. De ce point de vue, le théâtre olympique est un cas d'école parfait. Lorsqu'il voit toutes ces merveilles, le pape Pie VI, accoutumé aux belles choses qui se trouvent à Rome, resta bouche bée. Jérôme de Lalande invite à Vicence tous les jeunes architectes d'Europe. Il devrait séjourner dans cette ville pour y étudier la pureté du style et la perfection des proportions. Telle était la situation même avant Palladio. En 1525, un voyageur de la région italienne des Marches ne tarit pas d'éloges dans sa description d'une Vicence en style superbe. Les derniers édifices de style gothique n'ont rien à envier à ceux qui s'élèvent à la même époque à Venise. De superbes palais décorés, avec des façades flamboyantes d'or fin, ornementées de reliefs et de peintures. Ces édifices, si nombreux que les maisons nobiliaires, dont la liste complète occupait plus de 2/8 dans les pages de Dragonzino da Fano, sont décorés de fresques aux couleurs vives et sont à la hauteur des grandes églises telles que Santa Corona, véritable écrin de peinture, et la cathédrale, qui relève son front altier de marbres rouges et blancs, agencés de façon à former des roses. Vicence, une ville de couleurs. La beauté architecturale des édifices privés dépasse parfois même celle des sièges des pouvoirs publics, comme nous le montre un simple plan de 1481. Vicence n'a connu une véritable autonomie politique que pendant quelques très courtes périodes. Les élites de l'aristocratie ne gouvernent pas leur ville, et c'est peut-être pour cette raison qu'ils tiennent tant à se faire construire des palais de souverains. Andrea Palladio avait bien compris cet aspect. Au début de son traité, il écrit que Vicence n'est pas grande, mais riche, que les commanditaires ont l'ambition d'abandonner la vieille coutume de fabriquer sans grâce et sans beauté aucune pour suivre la nouvelle coutume, proposée par Palladio. Les plus de 10 palais que l'architecte réalise, sans en terminer aucun, dans le centre-ville, sont autant d'inventions différentes. Palladio insiste plusieurs fois sur ce terme « invention ». Chaque commanditaire de l'aristocratie a droit à son rêve de pierres et de briques, à quelque chose qui correspond à des exigences spécifiques et à un aspect unique. Goethe observe que l'architecte est parvenu à leur donner une grande idée d'eux-mêmes et qu'il a su leur faire sentir la magnificence d'une grande vie. C'est cet aspect qui a déterminé le grand tournant par rapport à la ville gothique. Après la mort de Palladio, Vicence commence à devenir la destination de voyageurs passionnés d'architecture. Ils viennent admirer de près ses inventions, comme Inigo Jones qui importera le style palladien en Angleterre. Pour se faire véritablement une idée de ses œuvres, écrit Goethe, il faut les voir sur place. À moins de consulter le traité de Palladio, toute l'Europe en est à connaissance, comme le témoignent les différentes éditions et traductions. Et paradoxalement, les perspectives de Scamozzi du théâtre olympique fournissent une bonne image de synthèse du génie de Palladio. Paradoxalement, car Scamozzi les avait réalisées en quelque sorte pour railler Palladio, pour montrer aux habitants de Vicence que ses inventions ne participaient à l'édification d'une ville nouvelle que virtuellement, à travers la réalité virtuelle d'une scène faite de stuc et de carton-pâte. Cette critique sévère eut l'effet d'un boomerang. En 1769, 5 minutes passées au théâtre olympique suffisent à l'empereur d'Autriche, Joseph II, pour se faire une idée de la ville. Cela ne veut pas dire qu'à Vicence, l'architecture se fossilise sur le style palladien, même après la mort de l'architecte. Les perspectives de Scamozzi peuvent présenter un effet boomerang, mais pour les étrangers seulement. Les habitants de Vicence semblent en revanche apprécier encore pendant un siècle, une faveur beaucoup plus durable que celle accordée à Palladio, les projets et le langage de Scamozzi. Et en particulier, ils accueillent sa proposition, développée également par Antonio Pizzoccaro, d'éliminer toutes les inventions palladiennes, si héroïques dans leur unicité, et de construire pour les nobles des palais dignes de leur rang, en mesure de marquer leur appartenance à la classe aristocratique, mais presque tous identiques, caractérisés par la présence de la serlienne.
Si Palladio avait procuré à ses commanditaires la variété et la magnificence, Scamozzi apportera, lui, pendant pratiquement tout le XVIIe siècle, une dignité commune. Après une longue période d'oubli, le XVIIIe siècle récupère grandement la leçon de Palladio. Dès lors, les images de Vicence se focaliseront sur ses édifices et ceux qui s'inspirent à son style. C'est une nouvelle ère qui commence et qui s'accompagne d'une croissance sensible du tissu urbain, avec de nouveaux noms illustres, Muttoni, Massari, Arnardi, Bertotti Scamozzi, Calderari, parmi les plus significatifs de l'époque en Vénétie. De nouveaux quartiers, de nouveaux palais, des palais qui prennent la variété du langage palladien, ces porte-à-faux, ces jeux de clair-obscur, et qui donnent vie à une architecture moins abstraite et plus matérielle. C'est le début du palladianisme, un phénomène mondial, le seul style architectural dont la dénomination reprend le nom même de l'artiste. Mais cela ne veut pas dire que ce mouvement se limite à reproduire purement et simplement les inventions de Palladio. Plus d'un siècle a passé depuis la fin de la Renaissance, et il convient maintenant d'en tirer les enseignements. Vicence devient une sorte d'école de très haut niveau pour étudier et réaliser des œuvres d'architecture moderne. Goethe le comprend très bien. Si je devais obéir à mon désir, je resterais ici 1 mois, je suivrais un cours rapide d'architecture et je reprendrais ma route en toute sérénité. Les villas de Palladio se trouvent avant même de sortir de Vicence. C'est ce que Palladio précise lui-même dans son traité au sujet de la Rotonde, qu'il ne classe pas parmi les villas, du fait de sa proximité avec la ville, car on peut dire qu'elle fait partie de la ville elle-même. Mais la Rotonde n'est ni la première ni la seule. On peut en dire autant de la villa de Gian Giorgio Trissino à Cricoli, où Andrea della Gondola reçoit le surnom illustre de Palladio. Des villas de Bertesina, de la Villa Valmarana à Inani, sur les pentes du mont Berico, admirablement décorées par Tiepolo, père et fils. Les villas citadines sont le signe qu'à Vicence, l'architecture s'est toujours intégrée avec la nature. Il suffit de jeter un œil au parc, aux jardins et aux collines qui s'élèvent au ras des remparts, le signe que la ville s'étend naturellement sur le territoire qui l'entoure, un territoire que tous les voyageurs du XVIIIe siècle considèrent comme l'un des plus beaux d'Europe. Les projets de Palladio, commente Goethe, ont véritablement quelque chose de divin. Ce caractère divin tient incontestablement dans sa capacité à interpréter l'architecture classique dans une clé moderne. Ces villas, qui reprennent effectivement tous les éléments des temples antiques, le tympan et les colonnes, la coupole et les loggias, semblent construites pour les dieux. Voici ce qu'Hofmannsthal écrit à propos de la Rotonde. C'est un édifice construit pour un plaisir tel qu'il ne semble pas destiné aux hommes, mais aux dieux. Et si celui-ci fut construit pour des hommes, il devait avoir une part de sang divin pour supporter une habitation comme celle-là. Les murs et les plafonds sont recouverts de représentations divines de l'Antiquité, et souvent seuls quelques mètres à peine séparent les hommes des dieux. Dans ces villas-temples, on célèbre la nature, le territoire que l'architecture palladienne accueille comme aucune autre. On célèbre le travail, une société nouvelle qui s'impose à travers la force de l'agriculture plutôt qu'à travers celle des armes. Personne, avant Palladio, n'avait su montrer avec autant de force une architecture capable d'anticiper l'avenir. Ceux qui viendront après moi pourront, sur mon exemple, réduire facilement la magnificence des édifices et la ramener à la véritable beauté des monuments antiques. C'est une architecture qui privilégie, à la ville comme à la campagne, les habitations privées, mais leur conférant une dignité publique, un prestige immédiatement perceptible. Une architecture qui réinterprète l'antique pour s'ouvrir pleinement sur l'avenir, qui propose un cadre de vie à une nouvelle classe dirigeante pour une société nouvelle. C'est ce sur quoi s'est fondée la fortune internationale du langage palladien, qui s'est répandue dans les pays protestants du nord de l'Europe, comme en Angleterre par exemple, dans les colonies rebelles du Nouveau Monde, appelées à devenir les États-Unis d'Amérique,
ou dans les palais de Saint-Pétersbourg et dans la résidence des tsars. Une mesure humaine, un souffle divin, une frontière nouvelle, souligne Goethe, qui naît à Vicence pour se répandre sur tous les continents, comme cela est encore le cas aujourd'hui, 5 siècles plus tard. Je quitte Vicence demain, écrit encore Goethe dans son journal, et le cœur dans l'âme. Pour moi, il y a trop de choses ici.